Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat spirituel d'abord et avant tout, ensuite politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe que nos ancêtres kémites nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est une façon pour nous d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la situation malienne qui vient à peine de passer encore au Conseil de sécurité de l'ONU. Comme toujours, c'est la France qui amène le dossier là-bas pour obliger à ce que le Conseil de sécurité puisse prendre des sanctions. Cette fois-ci, c'est la France qui demande carrément, concernant ce qu'ils ont tous appelé les événements de Moura, les violations des droits de l'homme à Moura. On accuse l'armée malienne, on n'accuse personne d'autre, on n'accuse pas les terroristes, non, eux ils n'ont rien fait, au contraire, eux ils respectent les droits de l'homme. Et donc la France a porté le dossier là-bas afin que le Conseil de sécurité puisse prendre la décision. Vraiment, je veux vous faire écouter l'intervention de la représentante de la Russie au Conseil de sécurité à propos de cette situation. Et après, nous allons faire un petit commentaire. Déclaration, je donne la parole à la Russie. Monsieur le Président, nous remercions le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. El Ghassimouane, pour son exposé sur les activités de la MINUSMA et sur la situation dans ce pays. Nous avons écouté attentivement Boiré Samaké. Nous saluons la participation à cette séance du représentant permanent du Mali. Nous sommes convaincus que les Maliens n'arriveront à surmonter leurs problèmes que si la stabilité en politique interne ne sera assurée dans le pays. Nous voyons que les autorités de transition ont sérieusement l'intention de régler progressivement leurs problèmes. Le rétablissement de l'ordre constitutionnel, bien entendu, est l'une des priorités. Dans la période de l'examen, nous avons entendu des assurances des autorités maliennes disant qu'elles sont attachées à l'accomplissement progressif de cet objectif. L'organisation par les autorités maliennes d'un large processus national pour la préparation des élections, la création d'un groupe de travail à cet effet, ainsi que la création d'un groupe de dialogue pour lancer le processus de négociation avec l'Union africaine et la CEDEAO, tout cela témoigne de la volonté constructive
des autorités actuelles qui n'ont pas d'intention secrète. Nous espérons que très bientôt, les négociations entre Bamako et la CEDEAO porteront leurs fruits. Nous appelons les deux parties à poursuivre le dialogue et nous appelons les médiateurs à ne pas relâcher leurs efforts. Nous partageons les préoccupations des dirigeants maliens concernant la dégradation de la situation dans le nord du pays en raison du retrait de la présence militaire française qui crée un vide sécuritaire là-bas. Bamako nous dit que, comme à l'automne dernier, la décision d'un retrait total de Barkhane a été prise sans consultation avec la partie malienne, ce qui est une violation des accords bilatéraux. Nous considérons que ces actions sont extrêmement irresponsables. Nous partageons également l'analyse du rapport du secrétaire général concernant les conséquences négatives de ces actes de la France et de ses partenaires de l'Union européenne pour l'exécution du mandat de la MINUSMA, notamment concernant les risques pour la sécurité des soldats de la paix. Nous ne comprenons pas non plus très bien quelles seront les conséquences du retrait de Barkhane et de Takuba pour l'attitude au combat, de manière générale, des forces conjointes du G5 Sahel qui doit être à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme dans la région sahélo-saharienne. Par ailleurs, je voudrais rappeler à nos collègues occidentaux que le Mali et le Sahel sont les victimes de votre intervention en Libye en 2011. C'est depuis cette époque que la région est victime du banditisme et du terrorisme. Le fait que vous avez essayé d'aider en 2011, cela est digne de respect. Mais si nous prenons les résultats de vos actes, eh bien, depuis 2011, la situation ne s'est pas améliorée. Actuellement, sous un prétexte imaginaire, vous laissez tomber le Mali, alors que chacun sait que c'est un pays clé pour la stabilité et la sécurité dans le Sahel. Alors que les Maliens restent pratiquement seuls à seul face à de graves défis transfrontaliers, les autorités du pays essayent de protéger leur population par leurs propres forces et également en coopérant avec des partenaires et des organisations d'autres pays. Les autorités maliennes ont le droit souverain de décider avec qui elles souhaitent travailler. Nous saluons la relance des opérations antiterroristes menées par les forces armées maliennes, ainsi que leur succès, suite auquel plusieurs localités du centre du pays ont été libérées. Nous rendons hommage aux soldats maliens et nous présentons nos condoléances aux familles de ceux qui ont été tués, soldats civils et bien sûr soldats de la paix de l'ONU. Il faut rendre hommage à toutes les victimes du terrorisme. Cela étant dit, nous notons l'attachement des forces maliennes au respect des droits de l'homme et du droit international des droits de l'homme. Nous notons également la volonté de Bamako d'enquêter sur les incidents quand il y a eu des accusations de violation des droits humains. La campagne d'information sur les prétendus mercenaires russes, eh bien, nous la considérons comme simplement une partie de jeu géopolitique peu ragoûtant. Monsieur le Président, je voudrais dire que la coopération entre la Russie et le Mali a une longue histoire et une longue tradition. La Russie aide les forces armées maliennes sur la base des accords bilatéraux. Nous formons les militaires et les policiers maliens pour améliorer leur aptitude au combat. Actuellement, quelques 200 militaires et 9 policiers sont formés en Russie. Nous sommes certains que la stabilisation du Mali ne sera pas favorisée par les sanctions imposées au Mali, pas plus que par les restrictions imposées par les pays occidentaux. Cela ne fera qu'aggraver la situation déjà difficile, sans même parler de l'aggravation des conditions de vie des Maliens ordinaires. Et pas seulement des Maliens, mais également de la population d'autres pays de la région. Dans ces conditions, Bamako et ses voisins auront encore plus de mal à faire face aux menaces qui planent sur le pays, dont la principale est le terrorisme.
Aujourd'hui, nous avons à nouveau entendu des accusations contre la Russie selon lesquelles nous provoquerions la faim au Sahel. Je rappelle qu'il y a quelque temps, c'était le climat qui était responsable de tout. Maintenant, c'est la Russie. Mais le Mali, lui, souffre de sanctions. Ses frontières sont fermées. Les voies commerciales sont fermées, elles aussi. La population de toute la région souffre. Elle est privée de recettes élémentaires. Mais regardez les slogans des Maliens ordinaires qui manifestent. Là aussi, on parle de la Russie. Mais pas du tout de la même manière, de la manière que voudraient les pays occidentaux. À cet égard, je voudrais une fois de plus relever que les conséquences des sanctions anti-russes sans précédent qui ont abouti à la rupture de toutes les chaînes logistiques et financières et de tous les liens avec le monde, montrent à la majorité des pays du monde, notamment en Afrique, à quel point il est important de défendre son indépendance politique et financière. Il est important de surmonter l'héritage du colonialisme. Et il faut renoncer aux mécanismes néocoloniaux qui persistent. En conclusion, je voudrais dire que la Russie continuera à apporter son appui aux Maliens, y compris dans le cadre des efforts collectifs visant à promouvoir la stabilisation de la situation dans le pays. Par ailleurs, nous encourageons Bamako à mener une politique équilibrée quant au règlement de la crise. Dans la version initiale de ma déclaration, je disais que nous espérions que les partenaires traditionnels du Mali parviendraient à renoncer à leur attitude de supériorité moralisatrice et au langage des sanctions, et que dans le cadre d'un dialogue respectueux avec Bamako, ils finiraient par surmonter les différends existants. Cependant, après les débats d'aujourd'hui, je dois reconnaître que cela ne se concrétisera sans doute pas. Et cet appel à une coopération dans le respect mutuel ne sera à nouveau pas entendu par les pays occidentaux. Je vous remercie de votre attention. Mes frères et sœurs, vous avez bien entendu, vous avez bien compris ce qu'a dit la représentante de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais avant de faire un résumé de sa pensée, je veux faire une petite remarque. J'ai suivi tout le débat, du début jusqu'à la fin. Il y a eu plusieurs représentants, ça a duré plus d'une heure. J'ai constaté une chose. Tous les États en parlaient individuellement, sauf les États africains qui représentent l'Afrique au Conseil de sécurité. Il y a 3 États, le Gabon, le Kenya et le Ghana. Regardez ce qui suit. C'est une affaire qui concerne le Mali, qui concerne un pays frère. C'est une affaire qui les concerne. Parce que ce qui se passe au Mali, là, comment les Occidentaux veulent reprendre le contrôle de l'Afrique, ça se passera aussi dans leur pays à eux. Mais eux, pour l'instant, ils pensent qu'eux, ils sont épargnés, ce sont des saints, ce sont des... en fait, c'est ce qu'on appelle les nègres de maison. Quand tu es dans cette position-là, tu ne peux pas voir la souffrance de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les 3 pays se sont entendus pour qu'un seul puisse parler au nom des 3 pays. C'est une situation qui concerne le Mali, qui est un pays africain. Les 3 pauvres représentants de l'Afrique s'entendent pour qu'un seul parle au nom de 3 pays. Mais si vous voulez avoir un seul représentant, mais créez une vraie Union africaine, un État, les États-Unis d'Afrique, et puis vous avez un seul représentant qui vient pour parler. Mais si vous êtes des États souverains, surtout ça concerne un pays frère, vous devrez être là pour le défendre. Non seulement ils ne veulent pas parler,
ou peut-être qu'on leur a interdit de parler, on leur a demandé, bon, écoutez, on ne veut pas vous entendre votre verbiage inutile, on n'en a pas besoin, laissez les vrais gens parler, vous dites un mot seulement. Mais il faut entendre le contenu de leur intervention. C'est-à-dire que c'est exactement, ils s'alignent exactement sur la position occidentale. Ce qu'a dit la France, ce qu'a dit les États-Unis. Alors, surtout les États-Unis, c'est pas la peine. Le monsieur, il parle avec arrogance. C'est vraiment comme s'il s'adressait aux chiens. Mais, Dieu merci, comme vous venez de l'entendre, la Russie, seule contre tous, a défendu le Mali. La Russie a rappelé que la situation du Mali, c'est la faute des Occidentaux qui sont allés détruire la Libye. La Russie a rappelé que la France, en quittant le Mali, ne s'est pas concertée avec le gouvernement malien. C'est une violation des accords bilatéraux. La Russie a affirmé que les pays occidentaux n'arrivent pas à se défaire du colonialisme. Ils ont toujours cette tare du colonialisme, ils se croient supérieurs aux autres, et notamment, le cas échéant, aux Africains. La Russie a précisé que il n'y a pas Wagner, que le Mali travaille avec le gouvernement russe. La Russie a rappelé, contrairement à tous ceux qui étaient là, qui ont tous dit que la situation sécuritaire, y compris les Africains, donc le Ghanéen, le Kenyan et le Gabonais, ils disent que la situation s'aggrave, la situation sécuritaire s'aggrave. La Russie dit non, elle prend le contre-pied. Elle dit il y a des progrès énormes. La Russie s'impose qu'on n'a pas besoin d'une mission pour aller à Mora pour enquêter. Une mission indépendante de l'ONU. La Russie dit, elle fait confiance au gouvernement malien qui a ouvert une enquête. Et elle sait que s'il y a un problème de ce genre, le gouvernement fera la lumière là-dessus. Non, vraiment, bien-aimés frères et sœurs africaines et africains, nous devrions remercier la Russie. C'est-à-dire que quand vous suivez ce débat-là, du début jusqu'à la fin, ce n'est que lorsque vous entendez la Russie parler que vous avez le cœur un peu qui se remet à sa place. Mais tous les pays, Albanie, Inde, la Chine, elle marche sur des œufs. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la vraie position de la Chine. Je n'ai même pas eu envie de vous faire écouter ça, mais elle n'est pas claire. C'est vrai qu'elle a reconnu qu'elle intervient pour le développement et pour elle a beaucoup d'accords avec les pays africains et notamment avec le Mali. C'est vrai qu'elle n'a pas enfoncé le clou, mais elle est vraiment neutre. Mais la Russie a pris une position claire et nette. Elle soutient le Mali. Voilà. Elle a rappelé que ce sont des Russes, c'est pas Wagner qui est en train de travailler. Elle a dit, oh, ces allégations-là, c'est un jeu, c'est une comédie. Hein. Elle a même minimisé, ça a dit, bon, d'habitude, vous avez toujours l'habitude de le faire. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'elle a rappelé qu'il faut sortir de ce complexe colonial. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, un pays qui ne nous a jamais colonisés. Un pays qui n'a jamais eu l'intention de nous coloniser. Sa réaction, elle est complètement différente que celle de tous les autres pays. L'Inde y compris. Complètement différente. Si vous les écoutez, le seul pays qui vous permet d'écouter, de dire que bon, en fait, les Maliens ont quand même une souveraineté. Elle a rappelé ça d'ailleurs, qu'il faut respecter la souveraineté du Mali. C'est un pays indépendant, que le Mali a le droit de choisir ses partenaires. La Russie l'a dit clair et net.
Voyez, donc c'est un peu ça. Je suis content quand j'ai écouté ce discours. Au moins ça. C'est à cause d'elle qu'on n'a pas imposé une mission de l'ONU. Et parce que nous savons déjà qu'une mission de l'ONU, ils vont venir là, ils vont tourner avec des phrases à la con. Et puis après, ils vont conclure que le Mali, les militaires, on va chercher des gens. Bon, ils ont tué X, ils ont tué Y. On le sait et la Russie le sait. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a volé au secours du Mali. Mais dire ça, bien aimés frères et sœurs, est-ce que c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Nous assumons nos propos. Ya pas colère V. Ya malembe. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.